les différentes interventions. Et j'appelle donc le professeur Denis Voronov à faire son exposé sur le travail en perspective historique. Faire une précision pour qu'on ne croit pas que j'ai provoqué récemment un putsch à la Sorbonne. Je ne suis que professeur émérite de l'Université Paris. Le travail en perspective historique, ce titre situe mon intervention, mais ne la résume évidemment pas. Il serait bien imprudent de s'avancer ainsi seul et en peu de temps sur un terrain de cette ampleur. Le propos est autre. Il s'agira de présenter quelques points forts du travail ouvrier en longue période, en espérant dégager ainsi des questions vives et de contribuer un peu, avec le recul que donne l'histoire, à la démarche commune. Mon premier fil directeur sera intitulé « Savoirs et moyens du travail », et d'abord ce que j'appellerais volontiers l'intelligence productive. Dans cette intelligence productive, le contenu des savoirs opératoires importe, et c'est un mix, ça a été toujours un mix de connaissances de type formel, scientifique ou technologique, et d'un savoir-faire proprement dit, c'est-à-dire des gestes du métier. Autrement dit, pour parler dans les termes de l'encyclopédie, les arts libéraux ont un peu aidé les arts mécaniques. Il y a toujours un peu de mécanique, de chimie, de calcul et de dessin dans les savoirs ouvriers. Mais l'essentiel en longue période, c'est bien des opérations mémorisées, des séquences, des gestes appropriés, des outils adaptés, et finalement ce qu'on pourrait appeler un savoir décidé. La complexité des savoir-faire, songeons aux ouvriers métallurgistes entre les deux guerres qui étaient polyvalents et fiers de ce savoir personnel, la complexité des savoir-faire ne doit pas faire penser que certains sont pauvres parce qu'ils ne sont pas ou ils n'apparaissent pas complexes. Un mineur dans les années 1950 et probablement un peu plus tard est finalement un terrassier en conditions extrêmes. Or, si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il lui faut disposer de connaissances fines, par exemple sur la qualité variable de la roche encaissante, parce que ce qui est en jeu, c'est l'effort musculaire qu'il fera ou pas pour la vaincre, ou la quantité de poudre qu'il mettra ou pas pour la faire sauter, et surtout une expérience du risque, c'est-à-dire anticiper un coup de grisou, ou reconnaître le signal du boisage qui est en train de craquer. Ces connaissances ainsi définies très rapidement, comment sont-elles transmises? Elles sont d'abord enrichies, bien sûr. Chaque vague d'industrialisation et même chaque amélioration du système technique produit des connaissances qui sont ainsi acquises et transmises. Mais ce qui me frappe dans cette réflexion sur 300 ou 400 ans, en ouverture de ce colloque, c'est finalement que l'ensemble formalisé, institué d'écoles, de diplômes et de stages est une histoire récente et que dans la longue durée, c'est sur le tas, c'est par l'imitation des gestes, c'est par l'initiation aux idiomes du travail que les savoirs circulent. Autrement dit, c'est d'abord et avant tout, et peut-être encore, la famille élargie, le voisinage, la parenté qui est destinataire de cette transmission des connaissances, parce que quand on transmet des connaissances, on transmet un emploi. C'est donc ce qu'on appelle généralement l'endotechnie, qui est parfois renforcée par l'endogamie. Mais en dehors de ce premier cercle qui restera longtemps nécessaire, un ensemble d'autres apprentis, d'autres formes d'apprentissage isolent, disons, l'ouvrier, le maître ouvrier des plus jeunes. Et là commencent les réticences. Et je pense que c'est un élément qu'on n'a pas suffisamment marqué, c'est que c'est à la fois la relève et la concurrence, les jeunes apprentis. Le temps de l'apprentissage est aussi, et peut-être parfois surtout, une phase de dressage aux contraintes du travail en usine. Il y a comme une violence préparatoire au travail de l'usine.
On donne, mais aussi on cache, et on cache parfois l'essentiel. J'étais surpris d'apprendre qu'au cœur du XXe siècle encore, en Belgique ou en Allemagne, il fallait, comme on dit, voler de ses yeux l'information, faute qu'elle soit correctement transmise. Face à l'innovation, donc, qui est innovation de rupture, comment réagissent les ouvriers? Je ne parle pas des bénéfices partagés qu'ils ont à un changement de progrès dans le progrès technique, mais du ressentiment, du ressenti et du ressentiment aussi qu'ils ont à ces innovations. En fait, elles remettent toujours, c'est même une de leurs définitions, en cause l'habitus ouvrier. Les rythmes, les repères, les rapports aux autres, les savoir-faire précédents sont ainsi dévalués, c'est-à-dire autant de gages de l'autonomie ouvrière, autant de ce que ceux qui ne supportent pas cette résistance appellent routine ou secret. Toute l'élite manufacturière se donne pour tâche finalement, pour progresser, de démystifier la compétence ouvrière et de récupérer le droit de transmettre. C'est pourquoi les lamineurs ardennais, par exemple, en 1930, cachaient aux ingénieurs une partie de leur pratique, de l'oreille et des yeux, pour rester maîtres de la marche de leur travail. Le patron, en quelque sorte, ne voudrait que des novices qui apprendraient de lui, mais pas des autres. Deuxième point de ce premier fil, le corps et les outils. Je pense qu'on en reparlera, mais dès maintenant, disons que le corps agit et renseigne, qu'il est une constante du travail, non seulement dans les positions, dans l'aisance à travailler, mais aussi plutôt encore dans l'approche sensorielle du travail par les ouvriers, qui est une voie d'accès difficile, les sources manquent, sauf quand même un peu les images. Et pour ne retenir qu'un exemple de ce dossier qui mériterait de plus longs développements, je dirais qu'un forgeron ariégeois au XVIIIe siècle se guide sur quelques impressions qu'il a apprises, transmises déjà, c'est-à-dire la hauteur de la flamme qui décide du point de fusion, c'est-à-dire l'éventail des couleurs, rouge cerise, rouge blanc, c'est-à-dire la sonorité et la compacité de la masse remuée au regard. Et c'est ainsi, dit un ingénieur des mines qui les observait au début du XIXe siècle, que la main de l'ouvrier fait la réussite. Et puis du côté de l'outil, en dehors de ce que vous avez pu voir passer sur l'écran, j'aimerais d'un mot dire l'intérêt d'une analyse d'un objet technique complexe et d'une machine parfaitement réussie, qui est la machine à coudre, parce qu'elle est à la fois un objet technique, un instrument industriel. Elle a été quand même largement conçue pour les marchés militaires et les grandes entreprises telles que Godillot, une machine à domicile, mais pour l'industrie de la confection, et enfin une machine familiale. Elle est aussi portable, c'est-à-dire utilisée par des couturières nomades au domicile des autres. Elle se diffuse à partir d'une clientèle aisée, donc là on a un élément de sociologie, disons, de la diffusion des machines. Et enfin, et peut-être pour cette première raison, elle cache son usage par une marqueterie qui fait meuble, par un coffre qui cache les rouages et malgré tout une ergonomie soignée. Troisième point de ce fil, les lieux de travail. Je crois qu'il est essentiel de ne pas oublier que le travail s'effectue dans des espaces donnés, dédiés parfois, et que à domicile, la proto-industrie a montré qu'on pouvait travailler chez soi, mais bien après, bien au-delà. À travers les vagues d'industrialisation, cette localisation est demeurée possible et redevient sans doute utile. Je m'intéresserai plutôt à l'usine comme élément marqueur du lieu de travail, et en se demandant qu'est-ce qu'une usine. Les historiens répondront volontiers des murs et un règlement, parce que les entrées et les sorties des matières et des gens sont surveillés, parce qu'il y a une cloche, une horloge et des temps de travail, d'arrêt, de déplacement, parce que l'éclairage électrique qui arrive à la fin du XIXe siècle dans les usines, les entrepôts, dans les gares, a certes comme fonction d'allonger le temps disponible de travail, mais aussi d'aider à contrôler l'activité ou l'inactivité de chacun.
Cette présentation panoptique de l'usine n'épuise pas évidemment son sens. L'usine est aussi machinisme, productivité, coopération, organisation du travail. Il s'agit de maximiser les emplacements et de minimiser les déplacements. Mais la première manufacture de Jouy-en-Josas que vous avez dû voir passer aux dernières usines tayloriennes, le travail et les lieux interagissent, évoluent ensemble. Sauf que cette dialectique, sans doute, est à peu près morte quand on voit les bâtiments modulables, interchangeables, paysages désolants de nos entrées de ville, font penser que finalement la forme de l'usine, voilà encore une métamorphose, devient indifférente à son contenu. Des identités professionnelles, eh bien, c'est bien sûr sur le thème de la qualification que je vais énumérer. Mon travail est aussi chronométré, ce qui me semble pouvoir nous réunir aujourd'hui. Qui qualifie d'abord? Est-ce la corporation qui a été son rôle jusqu'au moment où elles ont été dissoutes en 1791, mais on sait bien qu'elles ont perduré finalement au-delà de cette dissolution formelle? Est-ce l'employeur qui détermine la hiérarchie des salaires, ceux qui sont rares et ceux qui sont ce que Gérard Gayot avait appelé les ouvriers les moins substituables, l'expérience, le temps d'apprentissage? Est-ce la puissance publique ou un mix de tout ça? Et bien sûr, vous voyez venir ce travail si complet, si intéressant de tant de collègues sur les conventions collectives et singulièrement celle de 1936. Qui est qualifié? Est-ce le poste ou est-ce l'individu? Les Belges ont beaucoup développé, ça s'est moins fait ailleurs, le système Bedeau qui avait pour avantage d'analyser les postes selon une masse de critères qualitatifs et quantitatifs. Mais on pourrait aussi dire que du côté des salariés, eh bien le marqueur, c'est la durée de l'apprentissage, le parcours professionnel, le diplôme, l'essai, ou un mixte de tout ça. C'est là que se jouent les conventions collectives avec les premiers CAP. Longtemps, l'agrégation des métiers a été la règle dans l'usine, donc la question des qualifications ne se posait pas de façon aussi cruciale qu'après, lorsqu'une pulvérisation des savoir-faire et des métiers a été la règle dans les établissements industriels. Ainsi, chez Citroën, dans les années 20, on relève au moins 9 qualifications pour les dessinateurs dans les bureaux d'études. Quelles conséquences? Eh bien, je ne dirais qu'un mot ici. C'est un pouvoir de négociation qui est renforcé lorsque la qualification est obtenue. Et comme la qualification est obtenue. Du côté des femmes, Sylvie Schweitzer nous dit qu'elles ont toujours travaillé. Et chacun ici en sera conscient, non seulement dans le travail domestique, mais dans ce travail proto-industriel à domicile et qui dépasse de loin, encore une fois, la période. La rupture, c'est bien travailler ailleurs, chez les autres, dans la discipline et dans le contrôle industriel. Ouvrière, mot impie, sordide, écrit Jules Michelet, en faisant référence à ce risque, à ce danger, à cette violence qui est faite aux femmes lorsqu'elles quittent leur domicile pour aller travailler dans les filatures. Travail sous-évalué, travail peut-être invisible, en tout cas certainement sous-recensé jusqu'à une période récente, travail disqualifié et finalement sous-payé. Mais la construction de l'identité professionnelle des ouvrières n'est pas ainsi sur le thème de la détérioration et de la sous-évaluation. Parce que du point de vue du patron, en fond, ce qu'on trouve dans le travail des ouvrières, c'est aussi la patience, la délicatesse du mouvement, la capacité à innover dans son travail manuel, et aussi, bien sûr, la docilité et l'absence de contestation. Mais plus largement, un courant d'historiographie nous montre que cette dichotomie qui reste vraie, je crois qu'il ne faut pas tordre le bâton dans l'autre sens, est quand même extrêmement schématique. Qu'il faut penser en termes de marché au pluriel du travail, en termes de qualification précise par les métiers, en termes de nouveaux métiers, dans la micro-informatique, dans l'électronique, dans la pharmacie, les femmes sont beaucoup plus présentes et mieux qualifiées que dans la chimie ou la petite métallurgie. En Angleterre, c'est vrai, nous dit Maxine Berg, dès le début du XIXe siècle, et Catherine Omnès a montré que pour Paris au XXe,
il y a des femmes qualifiées, il y a des femmes maintenues longtemps dans leurs emplois, il y a des femmes qui progressent dans la hiérarchie professionnelle. Bref, le schéma travail féminin égale travail secondaire, l'idée que le travail de la femme est une variable d'ajustement ne suffit plus, je pense, à déterminer cette analyse. Enfin, contraintes et valeurs du travail. D'abord, revenons sur les recherches et les réflexions de Christian Topalov, Robert Saleh et quelques autres, qui ont montré que, du point de vue de la durée de l'emploi, qu'est-ce qu'être sans travail? Eh bien, c'est la naissance du chômeur ou l'invention du chômage, comme on dit, vers 1880, c'est-à-dire finalement récemment, une construction sociale tardive. Le travail, certes, est un besoin, il n'est pas encore un droit. Les mains inactives ne sont pas une catégorie pertinente. La durée du travail, c'est une question de mesure, de calendrier, d'horloge, de chronomètre, mais c'est aussi une question de ressenti. Qu'est-ce qui est ressenti comme travail? Qu'est-ce qui est payé comme travail? Dans un décret de 1848 qui n'a pas été appliqué sur la durée maximale du travail, on disait 12 heures effectives. Et donc c'est sur ce terme effectif qu'il faudra réagir et réfléchir, parce qu'après tout, mettre les machines en marche, allumer le four, rassembler la matière première, ou après arrêter les machines, ranger, ou encore circuler dans l'espace de travail souterrain pour les mines, pour joindre le front de taille, est-ce du travail à rémunérer? Est-ce du non-travail avant le travail effectif? Vous voyez l'intensité du conflit social, disons, de l'affrontement autour de cette question. Un mot seulement, je vois que l'heure tourne, sur ce qui va occuper une partie de nos séances, c'est-à-dire les accidents, maladies et usures, pour dire que nous sommes en face, dans la première et dans la seconde industrialisation, d'un quotidien meurtrier. 1906, 300 ouvriers de la métallurgie meurent d'un accident du travail. Plus de 4500 sont infirmes à vie. Cette affaire de machines, cette affaire de difficultés de travail, cette affaire d'encombrement, de courroies, de pression patronale, de pression sociale, et j'évoque là d'un mot la bataille du charbon, qui a été une réussite, mais en même temps un désastre du point de vue des accidents de travail. Et pour en rester seulement sur la question de l'usure, telle qu'Alain Cotreau l'a si bien marqué, voir qu'en longue durée, l'espérance de vie des ouvriers, par exemple des ouvriers meuliers, qui sont les plus atteints dans les campagnes par les agressions de leur travail, cette espérance de vie est toujours moins du XVIIe au XXe siècle de celle de leurs voisins paysans. Résistance à ces agressions, eh bien, c'est l'absentéisme sur lequel on reviendra sans doute, le refus de l'intégration, le départ. Il faut 2 à 3 mineurs encore en 1880 pour en garder un. C'est un signe d'autonomie, bien sûr, c'est les plus professionnels qui bougent le plus dans la métallurgie parisienne. C'est la révolte silencieuse de ce qu'on a appelé les ouvriers aux semelles de vent. Et il y a progressivement une résignation ou une acculturation, comme on veut, une amélioration certaine des conditions de travail qui rend le monde ouvrier moins nomade. Mais il y a aussi un déni du risque, un refus de la protection qui ralentissent la mise à l'épreuve héroïque du travail, selon le mot d'un de mes collègues. Ces valeurs, et je finirai là-dessus, ce chef-d'œuvre implicite du travail ouvrier est, à travers la durée de ces 3 siècles sous observation, un des éléments marqueurs fondamentaux du travail des hommes. Faire beau, faire bien, faire vite. Le travail féminin semble comporter d'autres valeurs. L'investissement est moindre dans le métier et tout l'environnement social suggère aux femmes qu'elles travaillent par intermittence, qu'elles sont, je l'ai dit, la variable d'ajustement, même si cette idéologie du dénigrement est contredite par les faits. Ce qu'elles gagnent plutôt, et les témoignages là sont nombreux, c'est une liberté de vie, sortir de l'enfermement familial, démontrer des capacités qu'on ne lui avait pas demandé de fournir, rencontrer d'autres, solidarité, sociabilité. Une surveillante d'une glacerie de Lorraine en 1923 parle de la fierté de l'argent gagné par les ouvrières, du contentement, de l'indépendance qui en résulte. Elle suggère que cette vie d'atelier est moins sacrifiée
que la vie d'intérieur, voilà un élément de valeur qui n'est pas toujours pris en compte. Est-ce un monde que nous avons perdu? Ce sera la suite du colloque de le dire. Mais en tout cas, là où la désindustrialisation a laissé des friches, des décombres et l'amertume des compétences détruites, on comprend sans doute mieux qu'ailleurs, ici qu'ailleurs, que la valeur travail, ce qu'est la valeur travail. L'usine restait peut-être une Cayenne aux yeux de certains et la mine un chagrin, mais ces espaces de travail, désormais oubliés, étaient le lieu d'une activité créatrice, d'une sociabilité et d'un possible épanouissement. C'est là que s'élaborait sans cesse l'identité professionnelle du groupe et de ses membres, suscitant des formes de reconnaissance sociale et permettant à chacun de garder l'estime de soi.